La France est directement visée par tout ceci, directement par l'affaire catalane. Si vous allez sur Wikipédia américain, vous découvrirez ce que c'est que les pays catalans, Catalan countries. Vous avez vu, c'était marqué sur les trottoirs, là, hein, comment dirais-je, les tags. Les Catalan countries, c'est marqué sur Wikipédia en américain, State Administration, administration d'État provisoire, entre guillemets, hein, Espagne, France et Andorre. D'ores et déjà, on sait quel est le nom qui a été attribué au département français des Pyrénées-Orientales, qui fait partie de la Catalogne historique. C'est Northern Catalonia, Catalunya Nord. Si vous allez toujours sur Wikipédia, vous verrez que déjà on le mentionne, Northern Catalonia. C'est plus le département des Pyrénées orientales. Là, c'est le représentant du parti de gauche catalan qui a un représentant à Perpignan, interviewé par le journal des Pyrénées-Orientales à Perpignan qui s'appelle L'Indépendant. Donc l'ERC, Gauche républicaine de Catalogne. Le journaliste français demande: l'ERC nationale fait-elle de l'ingérence au nord? Au nord, c'est-à-dire dans le département français des Pyrénées-Orientales, qui est français depuis le traité des Pyrénées de 1759. Ça fait quand même à peu près 350 ans. Le porte-parole réfute: l'autonomie de RC Nord est totale, elle a sa structure administrative et ses propres dirigeants. Et bien sûr, ils sont présents dans l'exécutif national et au Conseil national. Mais je rappelle que la nation complète, la nation catalane pour nous, n'est pas uniquement sur le territoire de l'Espagne, et nous pensons que l'indépendance de la Catalogne est possible. Donc il ne réfute pas du tout, il confirme. L'autonomie de RC Nord répond de toute façon à une stratégie politique, et voilà ce que dit ce représentant: viser l'indépendance est plus facile dans le Principat, c'est-à-dire dans la partie espagnole, mais nous ne renonçons pas à réaliser cet objectif en Catalogne Nord. Il faut savoir que le département français des Pyrénées-Orientales a à sa tête d'ailleurs une coalition avec des Verts de EELV, et que ce Conseil général des Pyrénées-Orientales a une collaboration active et d'ailleurs inconstitutionnelle au regard de la Constitution française avec les indépendantistes catalans. Vous voyez d'ailleurs ici, il y a une Casa de la Generalitat, Perpignan ne s'appelle plus Perpignan mais Perpignan, et ce Conseil des Pyrénées-Orientales a publié de sa propre initiative une charte en faveur du catalan, violant donc la décision française du Conseil constitutionnel. Dans son préambule, voilà ce qu'explique le Conseil général en question, qui est quand même une collectivité publique française, d'un département français. Département depuis la Révolution française, mais encore une fois, ces terres, depuis les terres du Roussillon, ont été acquises à la Couronne de France en 1659. Préambule: la langue catalane, née il y a plus de 1000 ans, constitue un des piliers de notre identité, du patrimoine et de la richesse du département des Pyrénées-Orientales, entre parenthèses, Catalunya Nord. Voilà une collectivité publique française qui reprend dans un document officiel adopté par elle la dénomination de Catalunya Nord, qui est celle des indépendantistes catalans qui ont dit que ce pays devait revenir à une Catalogne indépendante. En premier lieu, il convient d'affirmer que la politique de promotion de la langue catalane ne se fait pas au détriment de la langue française. Bah tiens donc! C'est sur la foi de ce genre d'antiphrases et de mensonges éhontés que se bâtit toute la construction européenne et que vont de concessions en concessions. On nous a expliqué que supprimer toutes les protections aux échanges était une chance pour notre industrie. On est en train de détruire toute notre industrie. On présente systématiquement les pires calamités comme des chances. On minore systématiquement... C'est ce qui est arrivé, vous vous rappelez, Madame Santamaria? Pendant 10 ans, 15 ans, on a expliqué aux Espagnols: mais non, ça ne menace en rien la langue castillane, ça ne menace en rien l'unité nationale. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs nos amis, nos concitoyens du Conseil général de Pyrénées-Orientales. La reconnaissance du catalan et le bilinguisme ne remettent pas en cause ni l'existence ni le caractère officiel du français. Elles ne menacent pas l'unité nationale. Pas de peau.
C'est exactement le contraire qu'avait déterminé le Conseil constitutionnel, qui avait dit que ça menaçait justement l'unité nationale. Et c'est d'ailleurs contraire à l'article 2 de notre Constitution. Le même Conseil général poursuit la reconnaissance du catalan et la politique linguistique en faveur du bilinguisme se base sur les principes universels de respect de la diversité et de l'égalité entre toutes les langues tels qu'ils figurent dans la Charte européenne des langues régionales. Et nous y voici. Et on revient sur ce document. La protection des langues régionales ou des minoritaires historiques de l'Europe dont certaines risquent au fil du temps de disparaître, etc. Le Conseil général se félicite donc de l'appui qu'apportent les députés espagnols par le vote d'une motion à la demande récurrente de ratification de la Charte par la France. C'est-à-dire que des députés espagnols ont demandé que la France ratifie la Charte des langues minoritaires, mais de quoi se mêle-t-il ? Et donc ils trouvent des appuis en France pour trouver que c'est très bien, ces mêmes appuis qui d'ailleurs ont parti lié avec les partis indépendantistes catalans. La République française accepte d'ailleurs déjà que l'on bafoue sa souveraineté. On trouve en France sur Internet ces petits autocollants à mettre sur ces plaques d'immatriculation. À la place du F, on a 66 avec marqué País Català. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça ne se vend pas, puisque vous voyez que c'est bradé, c'est soldé. Il est actuellement soldé à 2,50 €, alors qu'avant, normalement, il était à 3 €. Parce que ça ne se vend pas, parce qu'il n'y a pas de demande. Il n'y a pas de demande. Il y a quelques milliers de personnes, évidemment, mais la grande majorité des Français, dans les Pyrénées-Orientales, comme en Bretagne, comme en Alsace, comme en Corse, d'ailleurs on l'a vu en Alsace, j'en parlerai tout à l'heure, avec l'affaire récente du référendum, qui a été une gifle pour ceux qui voulaient aller vers le démembrement de la République, les Français, dans leur écrasante majorité, ne sont pas demandeurs de cela. Ils sont demandeurs de ne pas avoir un chômage qui explose. Ils sont demandeurs de conserver leurs usines. Ils sont demandeurs que l'on continue à parler le français dans les établissements d'enseignement supérieur. Tout ça, ils sont demandeurs. Ils ne sont pas demandeurs du tout, lorsqu'on est dans les Pyrénées-Orientales, de se retrouver dans une Catalogne. En attendant, la France a accepté d'avoir une délégation. Vous savez qu'il y en a une qui était ouverte aux États-Unis, M. Andrew Davis, je vous ai dit, le Catalan Andrew Davis, qui représente la Catalogne à Washington. Eh bien, nous avons maintenant en France, à Paris, une délégation del Govern de la Generalitat de Catalunya à França, qui se trouve 3 rue La Boétie, Paris 8e. Je vais passer devant, c'est un immeuble bourgeois, avec un grand drapeau catalan, comme si c'était l'ambassade du Sri Lanka ou l'ambassade de la Bolivie. Mais ce qu'il faut quand même bien comprendre, c'est que nous avons donc, en France, accepté que l'on ait une représentation de la Catalogne, d'un gouvernement qui revendique non seulement l'indépendance de la Catalogne, mais qui par ailleurs revendique l'indépendance, la scission du département français des Pyrénées-Orientales pour être rattaché. Et nous tolérons ça sur le territoire national. L'exemple breton, c'est un peu changeons un peu de sujet. Je suppose que vous connaissez ce drapeau, non ? De vous à moi, il est extrêmement difficile d'aller dans un supermarché, un hypermarché, en France, je suppose qu'en Belgique c'est pareil, et d'acheter un t-shirt ou un sweatshirt qui ne soit pas écrit en américain. Je vous mets au défi. En France, c'est quasiment impossible. À peu près. D'ailleurs, même à Paris, on vend Paris University. Il n'y a que les touristes qui achètent ça, parce qu'aucun Français, aucune personne travaillant à la Sorbonne, aucun étudiant à la Sorbonne ne porte jamais ce genre de truc. Mais tous les t-shirts, tous les sweatshirts, et beaucoup de vêtements sont systématiquement écrits en américain. Quant au drapeau américain, maintenant, il y a carrément des... J'ai vu, ça doit être Zara qui doit faire produire ça par des enfants au Bangladesh payés 0,50 € par semaine. Ils fabriquent des drapeaux, des t-shirts au drapeau américain. Si je vous présente ce drapeau, c'est que je sais que vous le connaissez, mais que pensez-vous de celui-ci? Le connaissez-vous? Oui, c'est le drapeau breton. C'est le Gwen Hadou. Mais vous n'avez pas remarqué qu'il y a une forte ressemblance entre les deux? Alors je vais peut-être vous ôter vos illusions, mais je vous signale qu'à la fin du XVe siècle, la duchesse Anne de Bretagne, lorsqu'elle s'est mariée avec Charles VIII, Charles VIII, vous savez, c'était son jeune mari, il aimait trop le tennis, on appelait ça le jeu de paume à l'époque, et donc il a tout paumé, si j'ose dire, puisque
au château d'Amboise, un jour, un après-midi, il s'est précipité pour aller voir un tournoi de jeu de paume, et puis il s'est fracassé la tête contre un linteau. Il a fait certainement ce que les médecins d'aujourd'hui appelleraient un hématome extradural, et il est mort à peu près 12 heures après dans d'atroces souffrances. Le contrat de mariage entre Anne de Bretagne et le roi de France de l'époque, Charles VIII, avait été bien conçu, puisque si d'aventure le roi mourait sans descendance, ce qui était encore le cas, ils étaient jeunes, c'était de jeunes époux l'un et l'autre, ils n'avaient pas encore eu d'enfants, Anne de Bretagne a dû se remarier avec l'oncle, qui était Louis, le duc d'Orléans, qui vivait d'ailleurs à Blois, et qu'on est allé chercher en pleine nuit en disant « vous êtes le roi ». Donc du coup, il est devenu le roi de France, Louis XII, qu'on a appelé le père du peuple. Il avait comme symbole un hérisson, et comme devise « qui s'y frotte, s'y pique ». Alors, tout ça pour vous dire que les armoiries de la pauvre duchesse Anne de Bretagne, c'était l'hermine, une fourrure, c'est-à-dire le quart en haut. C'était ça les armoiries de la Bretagne, mais c'était pas tout le reste. Tout le reste, c'est le drapeau américain. Alors, le drapeau breton a été inventé en 1923 par Morvan Marshall, qui a publiquement reconnu que c'était une copie du drapeau américain. Ce drapeau n'a rien de breton. La véritable origine du Gwen Hadou, c'est Morvan Marshall. Alors la question, mais c'est qui Morvan Marshall? C'est qui? Alors Morvan Marshall vivait, il avait naître à la fin du XIXe siècle. Morvan Marshall avait fait partie d'un mouvement qui s'appelait Bray Satao. Bray Satao, ça veut dire Bretagne libre, en breton. Et notamment, dans cet organe du pays, parti autonomiste breton, il écrivait, l'inventeur du drapeau actuel de la Bretagne. Bray Satao, organe du parti autonomiste breton. C'est le magazine du 2 septembre 1928 que vous avez sous les yeux. Et si vous faisiez un petit agrandissement, oh, comme c'est joli, une svastika, une croix gammée. Eh oui, puisqu'il faut savoir que les mouvements indépendantistes en France, que ce soit les Bretons, a fortiori les Alsaciens, ont très souvent toujours eu des contacts étroits avec des puissances étrangères qui étaient là pour évidemment semer la zizanie et éventuellement détruire la République française, le Royaume de France avant. Morvan Marshall était en fait un pur collabo. Je rappelle qu'en 1928, le premier coup d'État d'Hitler, c'est 1923. 1928, le parti nazi est en pleine croissance. Ça n'est pas pour rien que Bray Satao prend les svastikas comme emblème, même si on veut dire, certains me disent oui, mais c'est le triskel. Mais justement, certains disent que le fameux triskel celte, c'est en fait, justement, ne date pas de très longtemps, mais en fait remonte justement à la svastika, qui est je sais, c'est un symbole hindouiste qu'on trouve aussi dans les monuments bouddhistes, mais le problème n'est pas là. Morvan Marshall, dans un journal qui s'appelle La Bretagne fédérale de novembre 1931, explique « La vérité, c'est que nos maîtres français de l'heure, nos maîtres français, c'est la France, nous arrachent morceau par morceau le sentiment de ce que nous sommes afin de nous remplir d'un ardent amour pour une prétendue patrie marâtre déjà adoptée par ceux qui ignorent leur mère patrie. Le sang qu'on nous a fait verser ne témoigne rien, si ce n'est qu'on nous a déjà fait faire fausse route, que nous avons peut-être renié une nationalité effective pour adopter une nationalité fictive à laquelle notre sang, notre race sont complètement étrangères. Le sang et la race celtique. Ah, nous y voici, comme le disait M. Frances de Beauvais dans les mémoires du chef breton, écrit en 1944. Ce n'est pas parce que nous croyons que l'Allemagne sortira victorieuse du gigantesque conflit en cours, il écrit en 1944. Les indépendantistes bretons pensent que l'Allemagne nazie sortira victorieuse du gigantesque conflit en cours, que depuis le premier jour de la guerre, nous sommes à ses côtés. Et oui, les indépendantistes, les autonomistes bretons étaient du côté de l'Allemagne nazie. Notre choix ne le relève pas de l'opportunisme, mais d'une conception du monde commune sur des points essentiels. La situation est déjà toute clarifiée en revenant à la politique de Bray Satao, là où écrivait Morvan Marshall, qui était toute de clarté. Cette politique consistait, au point de vue extérieur, à rechercher l'appui allemand. Nous y avons travaillé avec d'autres pendant près de 20 ans. Et oui,
l'Allemagne nazie ne cessait que de subventionner les mouvements indépendantistes en France. C'est pas interdit. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, tout ceci nous dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, Morvan Marshall anime la revue néo-druidique Néméton. Pensez comme en 1943-44, ce qui était important, c'était de s'occuper des druides. C'était évidemment des études ésotériques, des croix celtiques, enfin vous voyez tout le genre, tout l'appareil fantasmagorique du druide, de la croix celtique et autres choses de cette nature. Il s'agissait, par-delà les études ésotériques sur le druidisme en tant que tel, de dénoncer l'influence catholique en Bretagne au nom d'une fraternité raciale censée lier la patrie celte à l'Europe nouvelle. L'Europe nouvelle, nordique et antisémite, en train de se construire en Allemagne dans les conquêtes du Troisième Reich. C'est de ça qu'il s'agissait. Le drapeau breton, le noir, était inspiré directement des drapeaux de l'Allemagne pré-hitlérienne et hitlérienne. Morvan Marshall fut frappé d'indignité nationale à la libération, c'est-à-dire privé de ses droits civiques, de même que tous les militants de Breisatao, et ceci à la demande des gaullistes, des résistants gaullistes et des résistants communistes, qui savaient que c'étaient tous des collabos de l'Allemagne hitlérienne, et le drapeau breton inventé par Morvan Marshall fut interdit à partir de 1944. Il est désormais sur plein de plaques d'immatriculation par la volonté de Sarkozy Ier. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il fait en sorte que désormais nous ayons des plaques d'immatriculation avec des drapeaux régionaux, ce que ne demandaient absolument pas les Français, et notamment ce drapeau interdit à la libération pour collaboration avec l'ennemi, c'est-à-dire avec l'Allemagne. Maintenant, ce drapeau, on le voit flotter justement en Bretagne, à côté du drapeau européen, il n'y a plus le drapeau français. L'Union démocratique bretonne s'est présentée aux élections législatives de 2012 avec le soutien de EELV, c'est-à-dire des Verts français, M. Cohn-Bendit, M. José Bové, Mme Cécile Duflot, qui fait partie du gouvernement. Ces gens soutiennent un mouvement qui utilise un drapeau qui fut interdit à la libération, qui est le drapeau de la collusion avec l'Allemagne hitlérienne, et ils refusent d'arborer le drapeau de la République. Sur le magazine très récent, le magazine Côte d'Armor, c'était il y a quelques jours, c'est un de nos militants qui me l'a fait passer, nous voyons fabriquer par le Conseil général des Côtes d'Armor, avec l'argent des contribuables français, encore un document entièrement à la gloire de l'Europe, Citoyens sans frontières. Vous voyez qu'il y a le drapeau des Côtes d'Armor, ce qu'on appelait les Côtes du Nord récemment, et le drapeau européen. Le drapeau français n'existe plus. C'est bel et bien toujours le même niveau dont je vous parlais, la destruction des nations. Il y a 3 jours, 4 jours, la Bretagne vient d'avoir son extension Internet avec le point BZH. Qui décide de ceci ? Je signale qu'il n'y a pas de point Calif pour California, ni de point Tex pour Texas, ni de point NY pour New York. La Californie est un pays dont la population est comparable à la France. Mais les États-Unis d'Amérique ne veulent pas qu'il y ait des points avec les États des États-Unis d'Amérique. En revanche, en France, on est en train... Alors, point BZH, bientôt point Corsica. Qui est derrière tout ceci? Les régions françaises font de plus en plus leur promotion en ne mentionnant même plus la France. Voici la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans un document officiel sur les emplois d'avenir, il n'y a plus marqué nulle part République française, alors même que toutes ces régions sont très largement financées par l'État. Ou bien, en tout cas, les fonds, comment dirais-je, les impôts locaux sont collectés par l'appareil d'État. Tout ceci nous mène à quoi? À cette carte établie par l'European Free Alliance, les Verts européens, c'est-à-dire une Europe des régions ethniques. Vous voyez d'ailleurs là-dessus que c'est très bien fait, puisque déjà la France est découpée en morceaux. Vous avez la Bretagne, Bresse.
Vous avez Northern Catalonia, si vous regardez bien, si vous avez l'œil suffisamment aiguisé, vous verrez que le département français des Pyrénées-Orientales fait déjà partie de la Catalogne. De même que le département des Pyrénées-Atlantiques est absorbé dans le Pays basque, que la France est coupée en deux avec l'Occitanie, que la Savoie est séparée, que l'Alsace n'appartient plus à la France, que d'ailleurs vous voyez que l'ensemble de la carte de l'Europe devient une tour de Babel générale, avec un morcellement de l'ensemble des pays. Vous voyez que l'Écosse ne fait plus partie du Royaume-Uni. Vous voyez que l'Espagne est morcelée, l'Italie également. Chose curieuse, un seul État s'en sort allègrement, c'est l'Allemagne. Deutschland, qui d'un seul coup récupère Österreich. Oh, ça tombe bien. Il y avait un type qui s'appelait Adolphe en 1938, il avait eu la même idée. L'Allemagne récupère également une partie de la Silésie et également une partie de tout ce qui est à l'est de la République tchèque, à l'ouest. C'est ce qu'on appelle les Allemands des Sudètes. L'histoire, décidément, ne se répète jamais, mais elle bégaye tout le temps. On voit bien en attendant que les verts allemands sont plutôt verts de gris. On voit bien que ces verts-là, le groupe des Verts joue un jeu qui n'est plus du tout, mais plus du tout, celui, en tout cas, de la République française. D'ailleurs, si vous allez sur Wikipédia, qui décidément est toujours très très bien documenté, vous voyez qu'on dresse la liste pour la France de la Ligue savoisienne qui veut l'indépendance de la Savoie. Représente rien, mais rien. Je signale que l'UPR, nous avons bientôt 3000 adhérents, des milliers, des dizaines de milliers de sympathisants, nous sommes toujours interdits de Wikipédia français. Hein. En revanche, il y a le parti du plaisir de Mme Cindy Lee, qui était une starlette, pour ne pas dire une stripteaseuse, qui a prétendu se présenter à l'élection présidentielle en 2012 et dont le fait de gloire est d'aller sur les marchés en exhibant ses seins à l'air devant les dames qui achetaient un potiron. Alors elle a droit à une notice Wikipédia. Nous, non. Alors vous voyez que donc vous avez aussi le mouvement Région Savoie, le parti Occitan d'Occitanie, Partito di Nazione Corsa pour la Corse, l'UDB, l'Union démocratique Bretagne pour la Bretagne, Unserland pour l'Alsace, Unità Catalana pour les Pyrénées-Orientales. Oh, Wikipédia est extrêmement disert, comme d'habitude, pour vanter les mérites de toutes les langues régionales en Europe. J'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui fascine aussi dans cette politique générale, c'est le ressassement biaisé du passé pour ne jamais voir le présent. Pour les Catalans, tout le mal vient du traité des Pyrénées de 1659, avec Mazarin. Vous avez maintenant, on focalise l'attention de petits milieux, mais il y a des gens, des jeunes ou des moins jeunes, qui parfois m'écrivent, mais vous vous rendez compte ? La France a trahi, n'a pas respecté l'article 3 du traité des Pyrénées de 1659. Pour les Bretons, tout le mal vient de l'union du duché de Bretagne et du royaume de France de 1532. J'ai eu un correspondant qui m'a dit c'est un scandale la façon dont la France n'a pas respecté l'accord qui avait été pris en 1532. Pour les Alsaciens, c'est le traité de Westphalie de 1648 et le traité de Ryswick de 1697 qui sont objets de scandales. Pour les Corses, c'est la bataille de Ponte Novo de 1769. Quand je dis pour les Corses, c'est pour les indépendantistes corses qui représentent, selon les... En Corse, il y en a peut-être un peu plus qu'ailleurs, mais en Bretagne, c'est 1% de la population, 2%. Et il y a des jeunes qui sont là, que l'on entretient dans cet ressassement du passé. Pour les Savoyards, le traité de Turin de 1860, vous savez que lorsque Napoléon III a fait affaire avec Victor Emmanuel II pour aider à l'unification italienne, en échange, Victor Emmanuel II donc, a cédé à la France la Savoie et le comté de Nice par ce traité de Turin, et qui fait l'objet de toutes les récriminations de ces gens. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que pendant que nous avons des gens qui, dans les provinces françaises, parce qu'ils constatent qu'il y a du chômage, parce qu'ils constatent que les gens s'appauvrissent. En ce moment, en France, tous les jours, il y a 2000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté.
Mais ce n'est pas le traité de Rijswijk de 1797, pardon. Ce n'est pas le traité des Pyrénées de 1759. Ce n'est pas l'union du duché de Bretagne et du Royaume de France de 1532 qui explique pourquoi les Français en ce moment perdent une usine par jour, 600 emplois par jour, que nous avons un à deux agriculteurs français qui se suicident tous les jours, 450 par an, et que nous avons tous les jours 2000 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté selon l'INSEE. Parce que ça, ces phénomènes-là découlent de tout à fait autre chose. Ils découlent des traités européens dont jamais justement on ne parle. Pendant que l'on distrait l'attention des populations en leur racontant les méfaits de la France prétendue du XVIIe ou du XVIIIe siècle, on ne leur parle jamais de ce qui se passe maintenant. On ne leur dit jamais d'aller regarder le traité sur l'Union européenne, le TUE dont l'article 42 nous place entièrement sous la domination de l'OTAN, des forces atlantistes, qui nous emmène au choc des civilisations avec les pays du monde arabo-musulman, sous l'empire duquel nous sommes en train de commettre des crimes de guerre constamment, jour après jour, en Afghanistan, en Libye, en Irak. Ça, nos indépendantistes, ça ne les concerne pas. Ils préfèrent parler de l'union de la Bretagne avec le Royaume de France en 1532. On ne leur parle jamais du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que je décrypterai un petit peu davantage demain soir à Bruxelles. Le TFUE, dont l'article 63, par exemple, interdit toute restriction aux échanges de mouvements de capitaux. C'est ce qui explique toutes les délocalisations de France, mais aussi de Belgique d'ailleurs. Et également le rachat par appartement entier par des grandes fortunes venues de l'étranger. Je m'exprime devant des Français qui découvrent soudain l'Amérique, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Je dis, mais il y a 30 ans, on ne parlait pas des délocalisations. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la Chine, il y avait l'Inde, il y avait le Maghreb. Ces pays existaient déjà. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne parlait-on pas des délocalisations il y a 30 ans et qu'on en parle aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a 30 ans, on ne perdait pas tous les jours une usine en France alors que c'est le cas aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'il y a 30 ans, l'émir du Qatar, ou des milliardaires saoudiens, ou émiratis, ou chinois, ou taïwanais, ou hongkongais, ne rachetaient-ils pas, comme maintenant, la France par appartement? L'émir du Qatar rachète des clubs de foot, tous les hôtels de luxe parisiens, le sultan de Brunei Darussalam a racheté une partie de la place Vendôme. Récemment, on apprenait qu'un propriétaire de salle de jeu de casino à Macao, un Chinois, vient de racheter le château de Gevrey-Chambertin. Ça n'existait pas il y a 30 ans. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui reprend un article précédent qui était dans le traité de Maastricht. L'interdiction désormais de tout contrôle au mouvement de capitaux. Parce qu'avant, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, même sous Mitterrand, si une entreprise française avait voulu se délocaliser en Chine, bon, à l'époque c'était pas le cas puisque la Chine de Mao ne recevait pas les investissements étrangers, mais si une entreprise avait voulu se délocaliser dans des pays à très bas coût de salaire pour bénéficier de très bas coûts, elle n'en avait pas le droit. Le directeur général ou le président devait prendre sa canne et son chapeau, à se rendre au ministère français des Finances et dire « voilà, j'ai un projet d'investissement ». Et on regardait le dossier et on disait « mais c'est pour faire quoi? Et c'est combien ?» Et s'il s'agissait de réimporter en France, non. Non. Vous n'allez pas détruire l'emploi des Français. C'était non. Parfois, c'était oui. Par exemple, Peugeot, lorsque Peugeot avait voulu créer une usine en Iran, la France avait dit oui, parce qu'il y avait une sortie de capitaux pour créer une usine de fabrication de 504 en Iran, mais il ne s'agissait que de fabriquer des voitures pour le marché iranien, qui paraissait très prometteur dans les années 70-80, et il n'y avait pas de réimportation prévue en France, puisque par ailleurs nous étions maîtres de nos droits de douane, ce que nous avons perdu dans le cadre de l'Europe. Donc, au cas par cas, on pouvait faire la même chose. Pareil pour les étrangers qui voulaient investir en France. Lorsque IBM voulait investir en France, par exemple, y construire un centre de recherche à la Gaude dans les Alpes-Maritimes en 1965, on a dit oui, parce que c'était intéressant pour la France d'avoir cet investissement qui allait apporter du savoir-faire et de l'enseignement venu des États-Unis. Mais si, en 1900, sous De Gaulle, il y avait eu l'émir du Qatar qui avait dit « je vais racheter la place Vendôme », ça aurait été non. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le cas général dans l'ensemble du monde aujourd'hui.
Je débattais il y a 2 jours, enfin débattre si on peut dire, parce que moi je paye pour dire ce que je dis, lui il était payé pour dire ce qu'il disait. Lui était salarié par la Maison de l'Europe. Alors que moi ça me coûte de l'argent et de la fatigue de parcourir la France ou l'étranger pour dire ce que je crois être juste et vrai. Donc ce que je trouve extraordinaire, c'est que les européistes ne vous disent jamais comment font les pays qui réussissent. Comment fait Singapour, comment fait la Chine, comment fait la Corée, le Japon, la Thaïlande, ils font comment? Mais jamais ils n'ont autorisé la libre circulation des mouvements de capitaux. Ce sont des ouvertures dites asymétriques. Je vous mets au défi d'aller acheter un appartement à Tokyo. Je vous mets au défi d'aller acheter un jardin de thé du côté de Suzhou, par exemple, Hangzhou, là où il y a le thé du Puy du Dragon, le Hongqingcha. Mais je connais bien la Chine. Allez acheter, par exemple, comme nous avons ce mania des casinos de Macao qui a acheté le château de Gevrey-Chambertin. Allez, vous êtes milliardaire, allez acheter un jardin de thé en Chine. Rien. C'est interdit. Punct. C'est-à-dire, et ce sont les traités européens qui sont derrière. C'est-à-dire que nous avons accepté ce que les autres pays n'acceptent pas. Allez acheter quelque chose au Qatar. Allez acheter quelque chose à Brunei Darussalam, aux Émirats. Les Émirats, si. C'est un cas particulier. Mais Qatar, allez-y. Eh bien, tout ceci, pour en revenir à nos indépendantistes, ils s'en fichent. Eux, ce qui les intéresse, c'est le traité des Pyrénées de 1759, comment Mazarin a été méchant. Et puis, bien entendu, les guerres menées actuellement par l'OTAN sous l'empire de l'article 42 du traité sur l'Union européenne, qui porte bien son nom, c'est le TUE, le TUE. Eh bien, ceci ne les concerne pas. Alors, pourquoi? Pourquoi tout ceci? Eh bien, voici tout simplement l'explication, en tout cas celle que je vous propose. L'explication, on va la trouver, pas très loin d'ici d'ailleurs, à Aachen, à Aix-la-Chapelle. À Aix-la-Chapelle, tous les ans, il y a une grande manifestation où l'on attribue le Karlspreis, c'est-à-dire le prix Charlemagne. Le prix Charlemagne qui est attribué à des grands Européens, des gens qui ont œuvré pour la construction européenne. On leur remet d'ailleurs cette médaille avec l'aigle impérial du Saint-Empire romain germanique de part et d'autre. J'agrandis cette couronne, vous voyez cette médaille, il y a marqué Carolus Magnus Romanorum Imperator Augustus, ça veut dire Charles le Grand, Charlemagne, empereur des Romains, et Auguste, c'était le titre qu'avait pris Octave, le neveu de Jules César, en moins 27 avant Jésus-Christ, lorsqu'il avait créé le titre d'impérator, ce qui veut dire d'ailleurs à l'origine le général en chef des armées. Ce Karlspreis est donc remis à des gens qui ont, paraît-il, fait grandement progresser la construction européenne. Il a été remis récemment à Madame Angela Merkel, le Karlspreis de 2009, à Monsieur Donald Tusk, le Premier ministre polonais, dont le prénom est tellement polonais d'ailleurs, Monsieur Donald Tusk, qui a eu le prix Karlspreis en 2010, à Jean-Claude Trichet, le Français, qui a été président de la BCE. Vous savez, ce Français est un peu particulier d'ailleurs, puisque la première fois qu'il avait pris la parole en tant que nouveau président de la BCE, il avait parlé en anglais, bien entendu, et sa première parole avait été de dire « I am not a Frenchman ». Alors, il était français, bon. Ça fait penser... Il a triché. Ça fait penser, je fais une toute petite incidente, excusez-moi d'être bavard, mais c'est quand même très drôle et très profond. Churchill avait un gendre qui s'appelait Christopher Soames, qui était un lord, Sir Christopher Soames, et qui était comme la grande noblesse britannique, qui parlait très bien le français d'une part, et qui était un être subtil et fin, tellement subtil et fin qu'il avait été ambassadeur de Sa Gracieuse Majesté à Paris sous De Gaulle. Il était l'ambassadeur britannique en France en 1964. Et Sir Christopher Soames avait pour habitude de dire ce qui suit, qui est très très drôle. Il faut toujours nommer un Français à la tête d'une organisation internationale, parce que c'est le seul qui ne défend jamais les intérêts de son propre pays. C'est exactement ce qu'a fait, bien entendu, M. Trichet, qui, à peine arrivé à la tête de la BCE, a dit « I am not a Frenchman ». J'insiste sur le fait que Mme Merkel défend les intérêts de son pays.
du moins dans la mesure où Washington lui laisse les coudées libres, ce qui n'est pas le cas. Et puis, c'est M. Wolfgang Schäuble, le ministre allemand de l'économie, qui a eu le prix Charlemagne en 2012. Mais revenons un petit peu antérieurement, à partir du moment où ce prix a été créé en 1950, pour être attribué au comte de Koudenov-Kalergi, qui était un géopoliticien, un théoricien d'une Europe unie. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en 1957, le prix Charlemagne a été attribué à Paul-Henri Spaak et en 1958 à Robert Schuman, président du Parlement européen, l'un après l'autre. Je rappelle à cette occasion ce que nous avons appris par le journal Daily Telegraph, le journal britannique du 19 septembre 2000, suite à la déclassification des documents secrets défense du département d'État américain qui a eu lieu à l'été 2000. Comme nous l'a révélé le journaliste d'investigation, qui est un des journalistes les plus sérieux du Royaume-Uni, qui s'appelle Ambrose Evans Pritchard, des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains, CIA, a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Ça, c'est ce que je vous disais en préambule de cette conférence. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Nous savons désormais de façon certaine que Paul-Henri Spaak ou Robert Schuman étaient en fait des agents américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'AQE, American Committee for United Europe, Comité européen pour une Europe unie, provenait des fondations Ford et Rockefeller, ainsi que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. C'est toujours la même chose en ce moment. Vous avez toujours Ford, Rockefeller, vous avez aussi PricewaterhouseCoopers, Microsoft, vous avez le complexe Mitterrand. Ce sont des fondations, ou bien la fondation National Endowment for Democracy de George Soros, qui sont des fondations qui servent de paravent aux activités des services secrets américains. Une note émanant de la direction Europe datant du 11 juin 1965 conseille au vice-président de la Communauté économique européenne, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire. On a appris de façon certaine dans ce document, dans cet article du 19 septembre 2000, qui n'a jamais été démenti, qui a été fondé sur l'analyse des documents déclassifiés de l'administration américaine, on sait désormais de sources sûres que dès le 11 juin 1965, les services américains exigeaient du vice-président de la CE de l'époque de poursuivre l'objectif d'une union monétaire européenne. Il était même précisé que cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. De même qu'aujourd'hui, il n'y a aucun débat sur la proposition de grand marché transatlantique. Jamais, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en tout cas en France, rien. Alors qu'il s'agit, c'est une nouvelle étape dans la colonisation américaine, d'avoir un grand ensemble commercial américano-européen, évidemment dirigé depuis Washington. Et aucun débat n'a jamais lieu sur ces questions. Donc voici les gens qui ont récompensé le Carnes Prize. Mais continuons ensuite. Qu'est-ce que l'on voit? On voit notamment en 1940-87 Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État américain, celui qui a fait bombarder le Viet Cong à Hanoï avec des bombes, vous savez, les carpet bombing. Mais vous voyez aussi, cette personnalité 3 étoiles dans le guide Michelin mérite le voyage. En 1961, le Carnes Prize a récompensé M. Walter Hallstein, président de la Commission européenne. C'était le premier président de la Commission européenne. C'était le prédécesseur de M. Barroso d'aujourd'hui. Vous savez qui était M. Walter Hallstein? Le grand responsable du plan Hitler. Exactement. M. Walter Hallstein est né en 1901, mort en 1982. Il était professeur de droit, un éminent juriste nazi. Ici, on voit ce qui est écrit. Vous voyez, c'est un certificat qui date du 30 septembre 1935, aux représentants du gouvernement nazi à l'université,
C'était le professeur, M. Walter Einstein, qui écrit, en référence à mon serment d'entrée en fonction, je déclare: dans la période de l'après-guerre, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale, j'ai été membre des organismes suivants. Pendant la période que j'ai passée en tant qu'assistant d'avocat, Referendar en allemand, j'appartenais à l'association des assistants d'avocats du Reich nazi. En tant que professeur, j'appartenais à l'association des universités allemandes du Reich. Aujourd'hui, je suis membre de l'association des juristes allemands nationaux-socialistes, Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen, de l'Association nationale socialiste des enseignants et des maîtres de conférences. Cet éminent juriste nazi a été ensuite nommé en 1936 par le chancelier de l'université de Rostock, qui s'appelait donc, je ne sais plus comment il s'appelait, c'est le chancelier. Sur la base de l'autorité qui m'est conférée par le ministère de l'Éducation du Reich, je suis au plaisir de vous nommer au poste de doyen de la faculté de droit et d'économie. Je vous demande de m'informer de la personne que vous avez nommée en tant que votre adjoint, Heil Hitler, le chancelier. Voilà ce monsieur qui a fait sa carrière comme juriste nazi. Et puis, figurez-vous que, le 9 mai 1938, Adolf Hitler se rend à Rome pour rencontrer Benito Mussolini afin de mettre sur pied une nouvelle Europe, une dictature européenne placée sous leur contrôle. Hitler et Mussolini se rencontrent, décident de bâtir une nouvelle Europe sans frontières qui servira les intérêts du Reich et également les intérêts des grandes entreprises, IG Farben par exemple. Et pour faire ça, eh bien, ils ont besoin d'un quelqu'un qui va préparer le plan. Parce que monsieur sait déjà, au troisième rang, bravo à lui. Du 21 au 25 juillet 1938, Walter Einstein représente le gouvernement nazi pendant les négociations d'État avec l'Italie fasciste concernant la mise en place du cadre juridique de la nouvelle Europe. C'est lui qui a conçu la nouvelle Europe. À l'époque d'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, ein Volk, ein Reich, ein Führer, toute la propagande dans les pays sous domination allemande vante les mérites de l'Europe. Échec à l'ennemi de l'Europe, ça c'est une propagande nazie en France en 1940. On voit des Stukas qui bombardent l'Angleterre, ou qui bombardent les États-Unis, qui bombardent les flottes. Ici, vous avez un autre qui est Europas Freiheit. Vous avez un soldat allemand qui se bat pour la liberté de l'Europe. Au-dessus, Das neue Europa ist unschlagbar. La nouvelle Europe est invincible. En haut à droite, Europas Sieg dein Vorstand. L'Europe se bat pour ton bien-être. Officier nazi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Walter Einstein fut fait prisonnier par les Alliés pendant la bataille de Cherbourg. Entré en politique au sein de la CDU après la guerre, il devient le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du chancelier Konrad Adenauer en 1951. À ce poste, il élabore la doctrine Hallstein et négocie au nom de la République fédérale d'Allemagne les modalités de la construction européenne. C'est lui, l'inventeur de la construction européenne. Il co-signe le traité de Rome le 25 mars 1957 à côté d'Adenauer. Ce traité de Rome dont l'UPR, justement, prétend faire sortir la France et si possible d'ailleurs nos amis belges. Mais ça, c'est à eux d'en décider. Si vous ne me croyez pas, voilà tout simplement la photo. On voit ici le traité de Rome le 25 mars 1957, on voit ici à gauche Adenauer et juste à droite, on voit Walter Einstein qui signe au nom de l'Allemagne. Le responsable Das neue Europa de Hitler et Mussolini. On vous l'avait déjà dit. Pourquoi est-ce qu'on ne vous le dit jamais? Walter Einstein fut ensuite le premier président de la Commission européenne. De 1958 à 1967, excusez du peu, la Commission Hallstein, sous De Gaulle, le prédécesseur de Jacques Delors, le prédécesseur de Barroso d'aujourd'hui. En 1965, il présente le plan Hallstein dans lequel il préconise l'organisation d'une Europe fédérale. C'est à ce moment-là que De Gaulle va faire la politique de la chaise vide. De Gaulle, ce projet suscite un veto immédiat du général de Gaulle, c'est la crise de la chaise vide. Pendant pratiquement un an, la France n'envoie plus aucun représentant à Bruxelles. Parce que De Gaulle sait très bien qui il a affaire.
Et quand dans les médias en France, et encore aujourd'hui, on dit oui, De Gaulle, quand même, il était excessif, mais c'était à ça qu'il avait affaire. Finalement, donc, Charles de Gaulle obtiendra son départ en 1967. Hallstein dégage, De Gaulle bloque le processus, malheureusement, tant qu'il sera en vie, enfin, tant qu'il sera à l'Élysée, puis après, comme vous le savez, il est évincé en 1969, après les événements de mai 68 où les Américains ont jeté de l'huile sur le feu pour faire partir De Gaulle, puisque c'était la bête noire, parce que c'était celui qui empêchait la mise au point de ce système. Et en fin de carrière, de 1968 à 1974, Walter Hallstein fut président du mouvement européen. Mouvement européen dont je signale, je rappelle l'article du Daily Telegraph que je citais à l'instant, du 19 septembre 2000, les dirigeants du mouvement européen, Rettinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul Ritspraak, étaient tous traités comme des employés par leurs parents américains. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont repris à leur compte un certain nombre de dirigeants nazis, plus exactement de scientifiques nazis, Werner von Braun qui avait fait les V1 et V2 à fabriquer les fusées Apollo, mais des juristes. Et les Américains qui sont des anglo-saxons. Je dis toujours aux gens, c'est quoi un anglo-saxon? C'est pas un anglais, hein? Un anglo-saxon, c'est un anglo-saxon. La Saxe, ça ne se trouve pas au Royaume-Uni. La Saxe, ça se trouve en Allemagne. On oublie toujours qu'il y a toute une tradition très importante allemande aux États-Unis d'Amérique. Monsieur Boeing est un Allemand d'origine. Marlène Dietrich, Donald Rumsfeld. Si vous allez au Minnesota, dans le Wisconsin, au Dakota, vous trouverez des populations qui sont d'origine allemande à 30, 40, 50, 70%. Quelle est la capitale, madame, du Dakota du Nord? Hein? Elle s'appelle Bismarck. Les Américains ont repris à leur compte les stratégies hitlériennes de domination du continent européen, et notamment le mouvement européen a récupéré à son compte Walter Hallstein. Alors on revient à cette liste du prix Charlemagne, et on en arrive à l'année 2000. Pour le passage de l'an 2000, le prix a été attribué à William Clinton, président des États-Unis d'Amérique. Ben mince alors! Vous vous rappelez de la première image que je vous avais montrée dans cette conférence où on voyait la promotion qui avait été faite du traité de Maastricht auprès des Français par le Parti socialiste, qui leur disait qu'il fallait voter oui à Maastricht pour faire contrepoids aux États-Unis. Il y avait même le dessin. Voilà-t-il pas qu'en 2000, le Karl Prize est attribué à président des États-Unis d'Amérique, M. Clinton. À Aix-la-Chapelle, ça n'est pas très loin d'ici, il y a une chapelle palatiale. Dans la chapelle, il y a un octogone. Et puis, il y a également un trône. C'est le trône de Charlemagne. Le trône de Charlemagne qui est allé voir le président Clinton au moment où il a reçu son prix en l'an 2000, accompagné d'ailleurs par le chancelier d'Allemagne, M. Schröder. Et voilà ce que dit le Spiegel, le magazine allemand du 19 mai 2000. Thronkarls der Großen, der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder bei der Karlspreisverleihung im Abenddom an US-Präsident Bill Clinton. Trône de Charlemagne, le chancelier d'Allemagne Gerhard Schröder avec le président américain Bill Clinton dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle lors de la cérémonie de remise du prix de Charlemagne à ce dernier. Charlemagne est connu comme le premier homme d'État européen et sa chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle comme le berceau de l'Europe. Mais quelle réécriture de l'histoire! Ah bon, la chapelle palatine, c'est le berceau de l'Europe. Ah bon, le premier homme d'État européen, c'est Charlemagne. Tiens donc. En fait, il s'agit d'un mythe impérial. Vous savez que Charlemagne avait repris à son compte le mythe impérial. Il s'était fait couronner le 25 décembre 800 par le pape Léon III à Saint-Pierre de Rome. Il avait un empire d'ailleurs médiéval, c'est-à-dire avec des soumissions, des hommages liges, enfin des relations de suzerains à vassaux. Mais ça correspondait en gros à la Belgique actuelle, un peu les Flandres, à la France actuelle jusque le nord de l'Espagne, et puis la moitié nord de l'Italie, et puis une partie de l'Allemagne rhénane. C'est pas du tout l'Europe. C'est un grand domaine féodal. Il avait mis la main, en effet, sur l'Italie du Nord et sur Rome.
Et donc il avait passé un accord avec le pape, Léon III, et comme ces terres tangentaient du côté de la Croatie actuelle, les terres qui appartenaient à l'empereur de Byzance, qui prétendait lui-même être le successeur des empereurs de Rome, eh bien Charlemagne et puis les gens qui étaient autour de lui, ses conseillers, lui ont dit mais finalement il n'y a pas de raison de se sentir subordonné par rapport à l'empereur de Constantinople, et donc vous n'avez qu'à relever l'empire qui avait sombré en 476, l'empire des Romains. Donc c'est un mythe impérial, c'est exactement ce que l'on appelle de l'impérialisme au sens étymologique du terme. Alors pourquoi je vous parle de tout ceci ? C'est parce que non seulement le président des États-Unis a eu le prix Charlemagne de très grand Européen, mais qu'il a fait un discours lors de la remise de ce prix le 2 juin 2000. Et qu'est-ce qu'il a dit, le président Clinton ? L'unité, je vous le traduis en français, je ne vais pas vous le dire en américain, le texte en américain est à gauche. L'unité de l'Europe est en train d'engendrer quelque chose de véritablement neuf sous le soleil. Des institutions communes plus vastes que l'État-nation, parallèlement à la délégation de l'autorité démocratique aux échelons inférieurs. On délègue au niveau supérieur aux nations et au niveau inférieur aux nations. Mais qu'est-ce qu'il va devenir des nations ? Et il poursuit. Je signale d'ailleurs, il est président des États-Unis d'Amérique, il n'est pas européen, lui. Il fixe la politique à suivre. L'Écosse et le Pays de Galles ont leur propre parlement, se félicite-t-il. L'Irlande du Nord, dont ma famille tire son origine, a retrouvé son nouveau gouvernement. L'Europe est pleine de vie et résonne à nouveau des noms d'anciennes régions dont on reparle. La Catalogne. Tiens donc. Ce discours date de 2000. 13 ans après, la Catalogne demande son indépendance. Le Piémont, la Lombardie, la Silésie, la Transylvanie, etc. Non pas au nom d'un quelconque séparatisme, bien sûr. Sauf que si, justement, puisque 14 ans après, en effet, la Catalogne demande son indépendance et l'Écosse, qui l'a cité, demande aussi son indépendance. Donc, c'est bien au nom d'un séparatisme. Il ment. Quand il dit non pas au nom d'un quelconque séparatisme, c'est comme lorsque le Conseil général des Pyrénées-Orientales en France dit mais non, ça ne porte pas à l'unité nationale. Le Conseil constitutionnel en France a dit si. Non pas au nom d'un quelconque séparatisme, mais dans un élan de saine fierté et de respect de la tradition. Est-ce que vous imaginez que M. Bill Clinton, natif de l'Arkansas, dont la culture générale est peut-être légèrement supérieure à celle de Nadine Morano, et encore, c'est un ministre français qui brillait récemment dans le gouvernement Sarkozy pour son imbécilité, ce monsieur natif de l'Arkansas se flatte du retour de saine fierté et de respect de la tradition de la Catalogne, du Piémont, de la Lombardie et de la Silésie. Mais de qui se moque-t-on ? La souveraineté nationale est enrichie de voies régionales pleines de vie, décidément tout ça est plein de vie, qui font de l'Europe un lieu garantissant mieux l'existence de la diversité. C'est un programme politique décidé par l'empereur d'outre-mer qui a décidé du démantèlement des États-nations et il est le bénéficiaire du prix Charlemagne. Alors, voici tout simplement la réponse à notre question. Les anciens Grecs disaient « diarrheikai basileia ». Les Romains disaient « divide ut regnes ». Nicolas Machiavel en italien dit « divide et impera ». Dans Le Prince, et en américain, ça se dit « divide and conquer ». Diviser pour régner est une stratégie visant à semer la discorde et à opposer les éléments d'un ensemble pour les affaiblir collectivement. L'objectif est de fragmenter les éléments de résistance à un pouvoir extérieur. Celui qui met en œuvre la stratégie peut alors régner sur une population alors qu'il ne le pourrait pas si cette dernière restait unie. Les États-Unis face à la France se heurtent à un os. On l'a encore vu en 2003 lorsque le Premier ministre des Affaires étrangères Dominique de Villepin s'est opposé à la guerre en Irak en disant que ça n'était pas avéré que Saddam Hussein eut des armes de destruction massive. C'est d'autant moins avéré qu'on sait que désormais c'était faux.
Ça n'a pas empêché les Américains, d'ailleurs une très grande partie des Européens, entre guillemets, de suivre. Il n'y a que 3 pays qui n'ont pas suivi, la France, la Belgique et l'Allemagne. Seule la France, qui est membre permanent au Conseil de sécurité, ce qui n'est ni le cas de la Belgique ni le cas de l'Allemagne, a traîné les pieds. Il n'y a pas eu de vote, parce que les États-Unis ont craint un veto français. Donc résultat, les États-Unis sont intervenus en Irak militairement en violant le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Puisque vous savez que dans le droit international positif, seules les guerres autorisées par le Conseil de sécurité au nom du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies de la Charte de San Francisco sont autorisées dans le droit international. Donc les États-Unis sont intervenus avec toute une série de pays européens en Irak, créant d'ailleurs plus d'1 million de morts, ruinant ce pays pendant des décennies, détruisant tout un patrimoine historique, culturel, dénaturant, enfin pillant les collections du musée de Bagdad, mettant ce truc sous coupe réglée de Halliburton et d'autres compagnies américaines, chassant au passage les intérêts français de la Mésopotamie où nous étions présents par la Compagnie française des pétroles depuis les années 30. Mais tout ceci est illégal au regard du droit international. Et la France a sauvé non seulement son honneur en l'espèce, mais aussi un peu l'honneur de l'Occident, ou du moins du monde blanc vis-à-vis des peuples des autres continents. Parce que c'est ça la vocation de la France, c'est, à mon sens en tout cas, c'est de faire prévaloir le droit international, fût-ce contre le grand puissant du moment. La France, c'est le pays des droits de l'homme et elle est considérée et appréciée comme telle. Lorsque la France de De Gaulle s'oppose aux États-Unis ou au Reich hitlérien ou à Staline, le monde entier est derrière elle. Lorsque la France s'oppose à la guerre en Irak de George Bush, le monde entier est derrière elle. Lorsque la France s'est complètement alignée sur les États-Unis, comme c'est le cas actuellement, en se vautrant dans l'indignité de Sarkozy ou de Hollande, le monde entier la méprise. Telle est la vérité. Alors revenons à nos moutons. Eh bien nos moutons, c'est divide and conquer. C'est ce que font les États-Unis depuis maintenant des décennies. Faut-il vous rappeler l'exemple yougoslave, ce pays qui a été complètement démantelé par les Américains, y compris le Kosovo. Le Kosovo qui est un État fantoche. La bataille du champ des mers, je crois, de 1320, qui avait rattaché cette province à la Serbie, c'est quelque chose qui est constitutif de l'identité serbe. Ce pays a été complètement martyrisé, démantibulé. Le Kosovo est devenu un pays indépendant, comme serait indépendant la Catalogne ou la Corse, c'est-à-dire pas du tout indépendant. En réalité, le Kosovo est devenu une des principales bases militaires américaines en dehors des États-Unis d'Amérique. Il y a quoi? Il y a Guantanamo, il y a les Açores et il y a le Kosovo, du côté de Pristina. Divide and conquer. Divide and conquer, c'est l'exemple soviétique, le démantèlement de l'URSS, avec le fait que dans tous les pourtours de l'URSS se sont installées des bases militaires américaines, en Géorgie, en Ukraine, en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, je n'ai pas mentionné, j'ai oublié de le mentionner, le Kazakhstan. L'exemple soviétique, l'émiettement du monde musulman, c'est la même chose. L'émiettement irakien. L'Irak était un pays dirigé par Saddam Hussein. Ça n'était certainement pas, effectivement, une démocratie, je suis d'accord. Mais l'Arabie saoudite, qui est protégée par 50 000 soldats américains, 24 heures sur 24, 365 jours par an, depuis maintenant plus d'un siècle, est-ce une démocratie? Je sais, pour être allé dans tous ces pays, en particulier être allé en Arabie saoudite et être allé en Irak, qu'il n'y avait pas photo. En Irak, comme en Syrie, c'était des régimes laïques du parti Baas, d'ailleurs inspirés de la France, avec un régime musulman progressiste. Toutes les confessions avaient le droit de s'exprimer. J'ai même acheté mon alliance auprès d'un chrétien nestorien à Bassora, en Irak. Il y avait 13% de chrétiens en Irak, du temps de Saddam Hussein. Les femmes conduisaient des tracteurs, des engins. Elles travaillaient, elles pouvaient se balader en cheveux, comme disaient nos grands-mères, c'est-à-dire sans aucun foulard. Je l'ai vu de mes yeux vus. Au moment où j'étais allé dans ces pays, en Arabie, en Koweït ou en Irak, en plein Ramadan, en Irak ou en Syrie, on mange, tout le monde peut manger à midi. Si vous êtes musulman pieux, vous ne mangez pas. Mais si vous êtes chrétien, et il y en a beaucoup en Syrie ou en Irak, vous mangez. C'était ça. En revanche, en Arabie, c'est interdit.
au Koweït également. Nous avons des pays complètement totalitaires. C'est cela que protègent les États-Unis d'Amérique. Et ceux qu'ils désignent, ce sont tous les pays laïcs. L'Irak, la Syrie, la Libye. Cet émiettement irakien, pour faire quoi? L'Irak comme la Libye sont devenus maintenant des foyers de purulence, avec des seigneurs de la guerre, avec une anarchie, un chaos généralisé. Ce chaos généralisé qui est celui qui arrive en Europe, qui est en train de nous être introduit dans nos pays européens. Divide and conquer. L'émiettement libyen, l'émiettement syrien, j'en ai parlé, et les mouvements indépendantistes en Chine, au Tibet, au Xinjiang. Xinjiang, ça veut dire nouvelle frontière en chinois. Je vais peut-être vous ôter certaines de vos illusions. Mais prenons l'exemple tibétain. L'exemple tibétain, cette province qui est à 5000 mètres d'altitude, grande comme 5 fois la France, 11 fleuves prennent leur origine au Tibet et vont irriguer la Chine, notamment le Yangtze, le fleuve bleu et le fleuve jaune, plus le Mékong. C'est évidemment géostratégiquement fondamental pour la Chine. Ça n'est pas la seule chose. C'est un balcon géostratégique à 5000 mètres d'altitude qui permet de surveiller toute la plaine indo-gangétique d'un côté, toute la Chine de l'autre. Vous avez autour du Tibet, à destination avec des missiles, quand vous tirez un missile à 5000 mètres d'altitude, vous bénéficiez d'un avantage balistique fondamental. Vous avez dans un rayon de 3000 ou 2000 km autour du Tibet, vous avez pratiquement 50% de la population mondiale à portée d'un missile américain. C'est quand même formidable. Le Tibet est sous suzeraineté chinoise depuis le XIIIe siècle. Et quel est l'intérêt des Américains, si ce n'est que gestement d'essayer de mettre la main sur le Tibet? Je ne suis pas là, je ne suis pas un agent de la République populaire de Chine. Je sais que la Chine a fait une tentative de sinisation forcée du Tibet. Mais ça, on nous rebat tellement les oreilles que j'imagine que vous le savez. Mais est-ce que vous savez en revanche, voilà ce qui se passerait si les Américains s'installaient, est-ce que vous savez en revanche qui est le Dalai Lama, l'océan de sagesse, très ami avec tous les dirigeants américains? Le Dalai Lama est un agent américain. On sait combien il est payé depuis les années 50. On sait que son frère, tout ça c'est tiré de Time. Time a publié la liste des agents de la CIA. Who's who on the CIA payroll? C'est pas moi, hein? On a même la photo, Tupen Jigme Norbu, le frère du Dalai Lama, qui a commencé à travailler comme traducteur pour la CIA. Si vous ne me croyez pas, allez lire les ouvrages sur le sujet. Sur qui est exactement le Dalai Lama. Le Dalai Lama qui ne connaît pas d'ailleurs uniquement les dirigeants américains. Le Dalai Lama avec son ami le nazi Heinrich Harrer, qu'il a connu depuis des décennies entières. Depuis d'ailleurs que ce nazi était venu, dans le cadre des années 30, vous savez, les recherches hitlériennes sur l'origine des Juifs ou je ne sais pas quoi. C'était lui, Heinrich Harrer, le copain actuel du Dalai Lama, enfin il est mort maintenant, un des proches d'Hitler dans les recherches pseudo-scientifiques sur les origines des Juifs dans l'Himalaya. Le Dalai Lama, avec son ami le criminel de guerre Hauptführer SS Bruno Beger, que l'on voit ici, juste derrière le Dalai Lama. Bruno Beger, 1911-2009, anthropologue, ethnologue allemand, Hauptführer SS, capitaine SS, participa à l'expédition au Tibet d'Ernst Schäfer en 1938, travailla sous le nazisme pour l'Ahnenerbe, ou l'héritage des ancêtres, institut de recherche créé par Himmler. Il était chargé de faire des mesures anthropomorphiques pour identifier la race juive. En fonction de mesures anthropométriques, il sélectionna à Auschwitz en 1943 115 individus vivants qui furent ensuite exterminés au camp de Natzweiler, puis après leur mort transférés à la Reichsuniversität ou Offizier Hirt,
qui devait transformer les dépouilles en squelettes afin d'établir une collection macabre servant à l'identification des membres de la race juive. Si les individus en question furent bien gazés, l'Ahnen Herbe omit de les transformer en squelettes. Dans une lettre du 13 avril 1943 adressée au secrétaire particulier de Himmler, le Dr Beger dit son approbation de l'extermination des Juifs en Europe et au-delà dans le monde entier si possible. Le 30 mars 1960, à la suite d'une enquête réalisée sur cette collection, Beger fut incarcéré, puis relâché 4 mois plus tard en attendant un procès, lequel eut lieu 10 ans plus tard en 1970. À son procès, Beger affirma qu'il ignorait que les détenus d'Auschwitz dont il avait pris les mensurations étaient destinés à être tués. Le 6 avril 1971, il fut condamné par le tribunal de Francfort pour complicité dans le meurtre de 86 juifs dans les camps de concentration. Voilà le copain, un autre, de l'actuel Dalai Lama. Ça n'est pas tout. Le Dalai Lama est très ami avec le chef du parti nazi chilien. Il a des sacrées fréquentations. Ce monsieur dont on nous présente toujours qu'il est le parangon des droits de l'homme en France. Pourquoi jamais il n'y a une enquête sur le Dalai Lama? Pourquoi jamais on ne dit quel est le point de vue des Chinois sur cette affaire? Pourquoi jamais on ne dit que si les Américains, si le Tibet devenait indépendant, ce seraient les Américains qui s'y installeraient, qui ont recyclé le Dalai Lama comme ils ont recyclé Walter Hallstein, le juriste nazi, pour une domination totale de la planète. Le Dalai Lama, avec Shoko Asahara, le fameux, vous savez, le leader de la secte Shoko Asahara, qui a tué au gaz sarin dans le métro de Tokyo le 2 mars 1995. Ah, il a une sacrée fréquentation. L'océan de sagesse.